Bonjour, bonjour à tous, merci de vous installer. On va passer à notre conférence sur le thème de la réindustrialisation. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il faut parler de réindustrialisation, de relocalisation, de localisation? Mais on va voir ça justement tout à l'heure avec tous mes intervenants. On va voir effectivement quels sont les gains pour les entreprises de ce mouvement de relocalisation, de réindustrialisation. C'est souvent difficile, mais en même temps, il y a de véritables motivations, notamment en matière de décarbonation, en matière de souveraineté industrielle. Alors, on va en parler donc tout de suite pour cette table ronde. Je vais avoir le plaisir d'appeler les intervenants à me rejoindre. Et puis surtout, je vous demanderai vous aussi de participer, si vous le souhaitez, de poser des questions. Je viendrai parmi vous. Donc, n'hésitez pas à intervenir, que la conférence soit, on va dire, assez interactive. Alors, tout de suite, pour démarrer, j'ai le plaisir d'appeler auprès de moi Max Blanchet. Max Blanchet, donc, il s'occupe d'Accenture. Il est directeur exécutif au sein d'Accenture Stratégie. Voilà, merci d'applaudir Max Blanchet. Également, parmi nous, on accueille Stéphane Gendreau, vice-président business développement de Lacroix Electronics. Merci d'applaudir Stéphane. Parmi nous également Jean-François Chanu, vous êtes président de Ratier Figeac, entité du groupe Collins Aerospace. Vous êtes le premier héliциer mondial. Merci d'applaudir Jean-François. Je voudrais un peu plus de dynamisme, allez, merci. Et puis enfin, Gilles Réguillon est avec nous. Gilles Réguillon, vous êtes président du groupe Chamatex. C'est un groupe de textiles intégré sur toute la chaîne de valeur. Vous êtes à la fois dans le domaine du sport et du luxe. Vous en parlerez tout à l'heure. Merci d'applaudir également Gilles. Alors tout de suite pour démarrer, on va vous écouter. Donc Max Blanchet, vous allez donc en quelques minutes nous faire une sorte de keynote justement sur ce monde de l'industrie aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est en matière de déglobalisation, notamment par rapport à nos autres concurrents européens? Comment se situe la France? On vous écoute. D'accord. Donc quelques pages un petit peu pour introduire ce thème de la réindustrialisation qui est finalement relativement nouveau. Même le mot de relocalisation était à l'époque un gros mot, rappelez-vous. Alors juste quelques chiffres pour montrer un peu le paysage de l'industrie dans le monde. On a connu, beaucoup d'entre vous ont connu l'industrie comme étant une activité qu'on voyait dans les pays matures. L'Europe, les États-Unis et le Japon étaient les trois grandes zones industrielles. Et comme vous le voyez, en 90, elle capturait 90% de la valeur ajoutée industrielle dans le monde, était faite sur ces trois zones géographiques. Et en 2021, c'est-à-dire l'année dernière, eh bien, ce que l'on appelait à l'époque les pays émergents, dont fait partie la Chine, qui n'est plus un pays émergent bien évidemment, les pays émergents représentent aujourd'hui 50% de la valeur ajoutée industrielle dans le monde par rapport aux pays matures. Donc c'est un changement de donne considérable. Aujourd'hui, un emploi, un euro de valeur ajoutée est fait à 50% dans un pays à bas coût et à 50% dans un pays donc à coût de main-d'œuvre élevé. Et dans ces pays émergents, à l'époque, rappelez-vous, on appelait ça les BRIC, et on pensait que les BRIC allaient aussi développer une industrie. En fait, dans le BRIC, il y a le mot C à la fin qui a quand même pris l'ensemble de la part du gâteau, c'est la Chine. Et comme vous le voyez sur cette analyse, la Chine rassemble 30% de la valeur ajoutée industrielle mondiale. Donc quand on parle effectivement de déglobalisation, effectivement, on voit que cette zone-là est très importante. Alors deuxième élément aussi, c'est que auparavant, je dirais, on avait un contexte industriel beaucoup plus stable qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le contexte a énormément changé. On voit des ruptures logistiques importantes, des goulots, des ruptures dans les chaînes, des sous-capacités. Ça a été lié à la pandémie, mais pas que. Ça a été aux événements climatiques, ça a été aussi à des fermetures, des accidents, etc. Deuxièmement, on voit un impact sur le coût de l'énergie très significatif, surtout en Europe. Et cet impact, parmi les experts, disent que ça va durer en Europe et ça a un enjeu considérable sur l'industrie. Et deuxième facteur, ça introduit un écart de compétitivité qu'on n'avait pas auparavant entre l'Europe, par exemple, et les États-Unis. Et ça change la donne dans les réflexions industrielles. Troisième élément, les politiques industrielles aussi en faveur de l'industrie se sont fortement renforcées. On a eu en France le plan Macron à 30 milliards. On a en Allemagne un plan pour réduire l'inflation à 100 milliards qui favorise à 80% l'industrie.
enfin les entreprises. On a aux États-Unis le plan IRA qui favorise à 300 milliards d'investissements dans quelque part du sorte de protectionnisme bon, pour faire aussi de la relocalisation, etc. Donc cette nouvelle donne change aussi la réflexion qu'on a. Enfin, les composants et les matières premières, la crise des semi-conducteurs est encore avec nous, mais c'est tendance à s'apurer, mais en restera encore, et les matières premières aussi. Et enfin, dernier point, les talents, le manque de ressources, de compétences, etc. Donc voilà, donc dans ce nouveau contexte, effectivement, on voit aujourd'hui que les industriels, alors j'ai oublié aussi un dernier élément que je n'ai pas écrit ici, mais c'est là, en toile de fond, les questions géopolitiques, de potentiels scénarios, par exemple, effectivement, bon, en Asie, etc., on a tous un peu peur de ces nouveaux scénarios géopolitiques, et ce que je peux vous dire, c'est qu'ils se préparent des choses. Et aujourd'hui, ben, les États-Unis ont un plan extrêmement important de relocalisation aux États-Unis, de dérisking de leur supply chain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on passe d'un monde où on était à une mondialisation heureuse, comme disaient certains. De low-cost sourcing, c'était le critère fondamental, la réduction des coûts pour chercher des pays à bas coût, la massification des usines pour faire le coût de revient le moins cher. Et aujourd'hui, on a un changement de paradigme complet dans l'industrie. On a une approche beaucoup plus régionale. Les entreprises, à 80%, les dirigeants américains veulent que leurs fournisseurs soient localisés dans la même zone que leurs propres usines. Vous voyez, on parle de dérisking de la supply chain, de double sourcing, de partage effectivement, diversification, de modèles industriels plus flexibles, et on parle aussi beaucoup de relocalisation industrielle et de plans de relance. Donc tout ça, ça prend son sens aujourd'hui dans ce nouveau contexte qui est finalement de réduire les risques, réduire la dépendance par rapport à tout ça. Alors pour avancer, un petit mot sur la France. Alors cette courbe-là est quand même assez édifiante. C'est la courbe de l'industrie française. Elle en a dégringolé depuis 21% de notre économie faisait de l'industrie en 90 à aujourd'hui 13%. On a toutes les... Je ne comparais pas par rapport aux autres pays, mais enfin, on est quand même dernier de la classe en Europe. Et heureusement, cette désindustrialisation s'est stabilisée à partir de 2012 grâce à tout ce qui a été mis en place. Et maintenant, on est quelque part sur un risque potentiel entre est-ce qu'on va se réindustrialiser ou est-ce que le contexte dans lequel on est va faire qu'on va encore s'effondrer davantage. Donc c'est un petit peu le risque et la question qu'on a aujourd'hui en ce dilemme, malgré les plans de relance qui ont été faits et les plans pour la réindustrialisation et de nombreux exemples aussi de réindustrialisation qui existent. Je dirais aussi que quelque part en France, on est extrêmement, et dans cette analyse qu'on avait faite à l'époque pour l'industrie française, on voit qu'on a énormément de produits qui sont stratégiques pour le pays, qui sont nécessaires vitaux en cas de crise, dans l'industrie électronique, les machines, équipements, etc., et dans lequel on est très vulnérable de pays lointains, potentiellement à risque, où on est dépendant d'une concentration forte de nos fournisseurs. Et ça pèse en France pour à peu près 100 milliards de produits achetés, sont stratégiques et en même temps, on est extrêmement vulnérable. Donc vous voyez qu'il y a un potentiel très important de relocalisation, de dérisking, etc. pour éviter ce qui nous est arrivé pendant la pandémie. Je ne reviendrai pas là-dessus. Voilà, donc en synthèse pour introduire, quelque part, il faut bien se mettre dans la tête qu'on est passé du monde du XXe siècle au XXIe siècle, que celui-ci n'est plus le même. Au XXe siècle, on était dans une logique, on favorisait le consommateur, on avait des logiques de low cost, de globalisation, d'effet d'échelle, etc. Maintenant, on parle de filières souveraines, on parle de filières stratégiques, on parle d'incitation à la relocalisation dans l'ensemble des nations industrialisées. On prend en compte le carbone, la décarbonation qui devient un facteur et un prétexte à la relocalisation, ne soyons pas dupes, mais c'est quand même un facteur qui est en marche, avec des plans de relance par zone pour l'industrie, une augmentation des barrières tarifaires aussi qui complexifie les relations et quelque part une image de l'industrie qui s'est somme toute améliorée. Voilà, donc... Merci beaucoup, merci Max pour cette introduction très rapide, on peut l'applaudir effectivement, merci. Et puis pour cette présentation très intéressante que je pense certains ont déjà pris en photo, donc vraiment merci beaucoup. Alors avant qu'on démarre, j'aimerais peut-être faire un premier tour de table très rapide pour que vous nous parliez de votre entreprise, pour qu'on puisse bien comprendre qui vous êtes finalement, d'où vous venez. Alors on démarre avec vous, Gilles. Alors, moi, je suis Gilles Réguillon, je suis le président de Chamatex Group. Alors, parlez bien près du micro, parce qu'il y a beaucoup de bruit pour qu'on vous entende bien. Gilles Réguillon, je suis le président de Chamatex Group. C'est un petit groupe textile basé en région Rhône-Alpes. Pour donner quelques chiffres clés, c'est 320 personnes, c'est 50 millions d'euros à la fin 2022. Et on est intégré
sur la chaîne de valeur textile, avec des usines qui fabriquent du fil, du tissage, et on va jusqu'à la fabrication de produits finis. Comme ces belles chaussures que vous avez sur vous là. Voilà, tout à fait, des chaussures Salomon qui ne sont pas encore commercialisées, qui seront commercialisées, je parle sous le couvert de Vincent Duris de Salomon, le mois prochain. Et on a aussi d'autres produits, on a des vêtements, on a de la bagagerie, et on se rapproche le plus possible du coup du produit fini. Merci. Alors, à votre tour, donc Jean-François Chanu. Oui, bonjour, je suis Jean-François Chanu, je suis le président de Ratier Figeac. On est une entreprise dans l'aéronautique, on est le premier héliциer mondial pour les avions de transport civil, transport militaire. On est basé à Figeac, on a commencé à faire les premières hélices en 1908, donc c'est une activité très très historique. À Figeac, on est au cœur de ce qu'on appelle la Mécanique Vallée, une association d'industriels de la mécanique, autour du Lot, Aveyron, Lot, Corrèze. On fait aussi partie d'un territoire d'industrie, Aurillac, Figeac, Rodez, donc au centre d'une zone rurale, mais très développée dans la mécanique en particulier. On fait partie d'un grand groupe industriel de l'aéronautique et de la défense qui est basé aux États-Unis, qui s'appelle Collins Aerospace, qui lui-même appartient à Raytheon Technologies. Donc c'est un très grand groupe qui fait à peu près 70 milliards de chiffre d'affaires. Nous, on est le petit là-dedans, mais on est une ETI en France, puisqu'on représente à peu près 500 millions de chiffre d'affaires. On est 1400 employés à Figeac, dans le Lot. On a une filiale au Maroc, dont on parlera peut-être, et un bureau avec à peu près 150 personnes là-bas, et un bureau aux États-Unis qui s'occupe des ventes et des supports aux États-Unis. Et donc on est dans l'aéronautique, des hélices bien sûr, on est le premier hélicier mondial, mais on fait aussi d'autres équipements aéronautiques pour les grands constructeurs tels que Airbus, Dassault, Bombardier, etc. Merci beaucoup, merci Jean-François. Pour terminer, Stéphane Gendreau. Alors bonjour à tous. Donc Lacroix en fait est une ETI technologique et industrielle qui a réalisé environ 708 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022, qui emploie un peu plus de 5000 personnes dans 13 pays. On n'est qu'à dimension internationale donc. Le groupe s'articule autour de 3 activités complémentaires. Moi je travaille pour l'activité qui s'appelle Electronics, qui est une activité de sous-traitance électronique qui conçoit et fabrique les produits de ses clients issus des marchés automobiles, industriels, aérodéfense, santé et j'en oublie, domotique. On a deux autres activités qui s'appellent City et Environnement, qui conçoivent aussi une gamme de produits et de solutions pour optimiser, sécuriser toutes les infrastructures de la mobilité intelligente, de l'eau et de l'énergie. Voilà. Et on porte l'ambition au sein du groupe de devenir un leader global des solutions connectées industrielles et des équipements électroniques pour des applications critiques. Merci beaucoup, merci Stéphane. Alors pour démarrer, donc j'aimerais qu'on revienne par rapport à ce que nous a dit tout à l'heure Max. Est-ce que vous avez le sentiment que finalement aujourd'hui on est vraiment en train de se réindustrialiser? Gilles, finalement tout le monde était allé en Asie. Est-ce que tout le monde en revient, notamment dans votre secteur, ou pas forcément? Je pense que dans le secteur de l'habillement, de la chaussure, le secteur qui me concerne, le textile, effectivement, il y a une vague où il est intéressant de relocaliser sur l'Europe, de relocaliser sur la France. Après, il ne faut pas occulter le fait que le consommateur final n'a pas forcément envie que le prix change. Donc, il n'a pas envie du tout d'ailleurs, hein, surtout avec l'inflation en ce moment. Hein. Il n'a pas envie du tout. Donc en fait, le challenge sur les produits de grande consommation, pour ce qui me concerne, il est assez élevé. C'est-à-dire que pour pouvoir mettre par exemple des chaussures de sport de haut niveau pour des marques de renom en production française, la nécessité c'est d'automatiser pour minimiser le nombre de salariés dans l'usine. On est incapable de faire la même chose qu'en Asie. Et ça nécessite donc du coup des investissements et ça nécessite des prises de risques assez importantes. Stéphane Gendreau, pour vous, alors relocaliser, c'est important aussi. Et pour faire le lien avec ce que nous dit Gilles, il faut aussi robotiser énormément. Alors c'est un peu le problème. Ouais, déjà rebondir un peu ce qu'a présenté Max et qui est vraiment intéressant. Et moi j'ai commencé ma carrière à peu près dans le haut de la courbe. Donc j'ai vu le parcours, j'ai vu toute la dimension de délocalisation de l'industrie électronique. Effectivement, beaucoup de projets partaient très loin à l'est, en Chine principalement. Et depuis quelques années, on voit vraiment un phénomène de relocalisation. Alors, ce n'est pas
ça ne se décrète pas. Il y a toujours cette logique de prix marché qui vient d'être expliquée, et ça restera vrai. La relocalisation, elle se fait en Europe, parfois elle se fait jusqu'à la France, si on sait apporter des solutions compétitives. Et les solutions compétitives, ça démarre dès la R&D en fait. Il faut savoir déjà concevoir, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai besoin de toutes ces fonctions sur le produit? Est-ce que je ne peux pas utiliser peut-être un plastique recyclé plutôt que développer quelque chose de complètement nouveau pour avoir un impact environnemental positif? Enfin, donc dès la conception, ça se pense, ça ne se décrète pas. Et après, en production, on va accompagner ces projets-là de manière la plus automatisée possible, en effet, pour... alors effectivement, rester compétitif, amener de la répétabilité et pouvoir garder au plus proche du marché final la production des équipements électroniques de nos clients. Donc finalement, vous parlez de réindustrialisation ou de relocalisation? Comment est-ce que vous voyez les choses? Pour moi, les deux sont assez liés en fait. Les deux vont de pair en fait. C'est peut-être un mot et plutôt avoir du regard du fournisseur et de l'industriel, la réindustrialisation, ce qui va être notre cas. Nous, on va renforcer nos outils de production, on va investir massivement pour pouvoir apporter des solutions compétitives à des clients qui pensent relocalisation parce qu'il y a un contexte négatif mais favorable en fait, qui pousse les gens à mettre d'autres critères dans leur stratégie de sourcing. D'autres critères que le prix, l'impact environnemental, le coût complet de possession. On utilise beaucoup ce terme-là dans l'industrie, qui inclut la logistique, qui inclut le sourcing des composants. Et on essaie autant que possible de faire du sourcing local, tout en gardant cette stratégie internationale, parce qu'à un moment donné, il faut être au rendez-vous de la compétitivité. Max, vous voulez rajouter quelque chose avant que je passe la parole à Jean-François? Sur le mot relocalisation. Je trouve que c'est un très bon mot en termes de marketing pour frapper les esprits et sortir de ce qu'on a connu, le fabless, où on allait avoir un pays sans usine, etc. Donc on dit relocaliser. Après, relocaliser au sens strict, c'est quasiment impossible. Aucun industriel va prendre son usine amortie au Maroc ou je ne sais où, qui fabrique des produits compétitifs, et la fermer et la mettre en France. Voilà, donc la relocaliser. En revanche, la réindustrialisation, oui. C'est-à-dire repenser le produit, comme vous l'avez dit, dans l'engineering, la conception du produit, la conception du process pour faire quelque chose de compétitif avec un produit de qualité qui soit fabricable en France. Là, pour le coup, ça marche. C'est très bien, vous me faites une transition parfaite pour Jean-François, puisque Jean-François, c'est un peu ce que vous faites. Vous avez toujours, vous, donc, une filiale au Maroc, et vous qui produisez, vous nous l'avez dit, l'essentiel de votre activité en fait à Figeac. Mais il y a des pièces que vous achetiez précédemment à des fournisseurs, et moins chères finalement qu'en France. Et maintenant, ces pièces-là, eh bien, vous préférez les faire vous-même. Vous avez donc réintégré certaines parties de votre production. Et c'est comme ça, finalement, que vous faites, vous, cette réindustrialisation. Effectivement, on est en plein mode de réindustrialisation. Je vais quand même prendre un pas de recul dans notre histoire, en fait, parce qu'on a vécu les trois, de la délocalisation, de la relocalisation, et là on est dans la réindustrialisation. Pourquoi? Aujourd'hui, on est le premier hélice mondial. En fait, on est le résultat de la fusion de deux hélices, un en France, Ratier-Figeac, et un autre aux États-Unis, Hamilton Sandstrand, qui appartenait au groupe, qui nous a acheté en 2000. Enfin, en 1998. Dans les années 2000, on a en fait relocalisé la fabrication qui était faite aux États-Unis à Figeac. Donc on a intégré toutes les fabrications d'hélices à Figeac. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un de nos premiers clients, c'est l'US Air Force et l'US Navy. On fait à Figeac les hélices des avions militaires américains. Il ne faut pas le dire trop fort aux Américains parce qu'en ce moment, ça peut être un peu difficile. Oui, ils n'aiment pas trop. Mais en fait, ça se passe très bien. Ça se passe très très bien, ils le savent, il n'y a pas de souci. Deuxième étape, on a délocalisé certaines productions, non pas des hélices, mais des équipements de cockpit. On fait les mini-manches d'Airbus, par exemple, qui étaient faits à Figeac. C'est un type d'équipement qui demande beaucoup de main-d'œuvre. Et pour des raisons de compétitivité, on a délocalisé certaines fabrications qui étaient faites à Figeac à notre usine au Maroc, qui marche très très bien. Et ça ne reviendra pas. On ne va pas le rapatrier en France parce que la compétitivité de la main-d'œuvre restera. En tout cas, tant que ça reste, on gardera cette usine qui marche, encore une fois, extrêmement bien. Ça ne s'est pas fait au détriment de l'activité à Figeac, puisqu'on a continué à investir pour inventer, développer les nouvelles technologies et donc les nouveaux produits. Aujourd'hui, depuis en fait 2020, en plein milieu du Covid, on avait effectivement un fournisseur d'un équipement extrêmement complexe, historique, qu'on achetait aux États-Unis, mais pour des raisons de performance industrielle et de maîtrise des coûts,
on a décidé en 2020 de redessiner la pièce, en fait, la reconcevoir, de la réindustrialiser. On a acheté de nouvelles machines, on a inventé un nouveau process de fabrication et on arrête d'acheter cette pièce aux États-Unis et maintenant elle est faite chez nous à Figeac. On est en train de finaliser ça. On a bénéficié de France Relance puisque ça a été fait pendant le Covid. C'est un projet, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est un projet qui fait à peu près 6 millions d'euros. Et on a eu 1,5 million d'aides via France Relance pour justement participer à l'achat des machines, le développement et puis maintenant la production va se faire. C'est une des pièces les plus complexes qu'on a jamais fait dans notre histoire. Donc là, on est en plein milieu de réindustrialiser quelque chose qui était fait à l'étranger et qui se fait maintenant dans le Lot. Alors le problème, vous parliez effectivement, donc vous avez été aidé, mais est-ce qu'aujourd'hui les entreprises sont assez aidées par rapport aux investissements que ça demande? Parce que voilà, on voit bien qu'il y a un coût quand même pour cette réindustrialisation aujourd'hui, et on voit bien que par exemple par rapport à ce qui se fait aux États-Unis, Max, vous l'avez évoqué, le plan américain il est énorme à 300 milliards de dollars, alors qu'en France les aides sont quand même moindres. Est-ce que vous avez le sentiment d'être assez aidé ou pas assez justement? Je ne sais pas qui veut enchaîner, Gilles. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'État et les collectivités, on va dire au niveau de la région, et je pense beaucoup aussi à la BPI, sont des acteurs qui sont déterminants à nos côtés. Ce qui manque le plus, je pense, c'est l'adéquation entre un projet de relocalisation de production, d'équation prix qui soit acceptable et derrière de prise de risque des dirigeants. Mais quand un dirigeant, moi je vais parler de moi, prend le risque de fabriquer une usine hautement automatisée pour fabriquer des chaussures de sport comme il n'existe pas ailleurs, c'est ça qui est important, c'est de prendre la décision par rapport à des éléments marché et après, honnêtement, on est aidé. On est aidé par la région, on est aidé par l'État, on est aidé par les BPI. On pourrait toujours dire qu'on n'est pas assez aidé, mais on est aidé. Ce qui est important vraiment, c'est d'avoir des convictions dans un projet industriel, de le porter et de tracter tout le monde avec nous. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que nous dit Gilles ? Entièrement d'accord. Oui. Ça demande énormément d'énergie, ça demande une vision, ça demande un engagement, ça demande vraiment de l'énergie au niveau du chef d'entreprise, mais aussi de toutes les équipes. Et effectivement, les aides, elles existent. J'ai parlé de France Relance tout à l'heure. Il y a France 2030 aujourd'hui. On est aidé. Alors, on fait partie d'un territoire d'industrie. On a une chargée de mission qui est ici d'ailleurs, Minoy Marchand, que je salue, qui aide non seulement nous à Ratier Figeac, mais les autres entreprises de la Mécanique Vallée, ou en tout cas du territoire d'industrie localement, pour aider à trouver les bons guichets, les bons projets, comment présenter les projets, s'assurer que les projets vont dans la direction de la décarbonation, vont dans Donc les aides, elles existent, c'est parfois compliqué. Donc une chargée de mission territoire d'industrie, c'est critique pour ça, parce que ça aide les chefs d'entreprise locaux qui n'ont pas toujours les structures, le temps d'aller chercher comment on fait pour obtenir ces aides-là. Donc la simplification, c'est ce que moi je demanderais aux structures, on dirait à l'État ou même à la région, simplifier les procédures, accélérer les mises à disposition des aides qui ont été décidées de façon à faciliter la réindustrialisation ou la relocalisation. Stéphane ? Oui, juste pour ajouter à ce qui a été dit, voilà, ça fait un peu plus de 25 ans que je suis dans l'industrie électronique. Il y a une vraie prise de conscience de tous les acteurs, qui soient institutionnels, gouvernementaux, les industriels eux-mêmes, parce qu'on est déjà nous-mêmes maîtres de notre destin. Mais toutes les initiatives qu'on a pu voir, la French Tech, la French Fab, en plus de ce qui a été cité, il y a un comité stratégique de filière de l'électronique qui devient fondamental. L'électronique est partout aujourd'hui. Donc il y a cette vraie prise de conscience et toutes ces organisations, les syndicats professionnels, les clusters dans les régions, mettent en place des plans d'action concrets. C'est pragmatique, ça reste pas stratosphérique, on est vraiment dans du concret, on met en place parfois des groupes de travail pour apprendre ensemble, être compétitif aussi sur les aspects techno et process. Ça, c'est un point important. Et l'aide, elle est là. Enfin, nous, pour parler de la Croix, c'est ce qui nous a permis de faire ce projet symbiose entre Nantes et Angers, la création d'une nouvelle usine électronique flambant neuve qui a été inaugurée en septembre dernier. C'est un projet de plusieurs trentaines de millions d'euros. Sans la BPI qui est rentrée au capital, on n'aurait pas pu faire ce projet si rapidement. C'est complètement automatisé, c'est une industrie du futur, il y a encore plein de choses à améliorer, mais voilà, la dynamique est en place, quoi.
Max, en complément, oui. Non, en complément, je suis tout à fait d'accord. Et il faut vraiment avoir à l'esprit que la réindustrialisation ne peut pas se faire uniquement avec la volonté des industriels seuls. C'est trop compliqué, trop complexe. C'est un mécanisme qui d'abord est assez local. On parle beaucoup de territoire. Et il faut quelque part les ingrédients pour faire émerger une industrie. Il n'y a aucun pays industriel où, par exemple, la puissance publique n'est pas derrière son industrie. Alors ça peut être soit le gouvernement, des fois ça peut être la DARPA aux États-Unis qui est derrière son industrie, qui a fait éclore une industrie exceptionnelle. Et il faut les ingrédients des pouvoirs publics motivés, des industriels, et il faut aussi des écoles et des talents. Il faut aussi des financiers pour aider au financement des projets. Enfin, il y a tous ces ingrédients-là qui, ensemble, peuvent permettre de voir éclore une industrie. Et il n'y a aucune fatalité. Si on le veut collectivement, en fait, c'est tout à fait possible d'y parvenir. Et l'exemple de l'électronique est un très bon exemple, parce qu'en fait, il n'y a pas de fatalité. La désindustrialisation de l'électronique, c'est comme dans les montres, hein, où toutes les montres, les mécanismes ont disparu en France, puis dans la région près de la Suisse, et puis on passe la frontière, et de l'autre côté, on a un leader mondial en Suisse. Vous voyez, donc il n'y a pas de raison à cela, et je pense que c'est vraiment un effort collectif à fournir. Peut-être juste un dernier mot, je regardais un petit peu dans la salle, et on a un vrai enjeu aussi humain dans l'industrie électronique. Alors justement, je voulais qu'on y vienne. Oui, allez-y. Mais c'est très bien, vous faites la transition tout seul. Vous voyez où je veux... Non, allez-y. C'est qu'en fait, à un moment donné, il va falloir qu'on sache attirer aussi les talents de demain, les hommes, les femmes. Et attirer les jeunes. Hein. Qui vont faire l'industrie de demain. Derrière ces investissements, on cherche quoi aussi? On cherche forcément à rester compétitif. Je suis en charge du business développement, je suis obligé d'en parler, mais ce n'est pas le seul objectif. On cherche à améliorer les conditions de travail, à réduire les risques en production, à réduire la pénibilité, à rendre l'industrie attractive. Et ça, effectivement, on aura aussi besoin d'être aidé. Nous, on a mis en place un centre de formation en interne pour former nos opérateurs. C'est une action importante, mais ce n'est pas suffisant pour attirer les employés dont on a besoin aujourd'hui. La Croix recrute, beaucoup d'entreprises recrutent, ont du mal à trouver des collaborateurs qualifiés. On est prêt à les accompagner, à les former, mais voilà, on a peut-être aussi besoin d'un soutien sur ce point-là. Effectivement, donc on sait qu'aujourd'hui, il y a des problèmes de main-d'œuvre un peu dans tous les secteurs et l'industrie ne fait pas exception. Comment vous vivez les choses dans vos entreprises en ce qui vous concerne, Jean-François, Gilles? Il faut arriver à attirer des talents. Parfois, est-ce que ça, c'est pas justement un des problèmes pour cette réindustrialisation en France? Est-ce que quand vous allez à l'étranger, il y a peut-être moins de soucis de main-d'œuvre quand on est au Maghreb ou en Europe centrale? Alors, c'est vrai que si je compare, on va dire, l'écosystème au Maroc, on a des employés qui sont hyper dynamiques, très volontaires, il y a une joie de travailler qui fait plaisir, mais qu'on retrouve à un degré moindre en France. Mais ça reste à nous, bien sûr, d'expliquer aux jeunes, d'expliquer aux plus jeunes. On travaille avec, bien sûr, les IUT, les lycées, les collèges, voire même les écoles primaires, pour donner le goût de la fabrication, de l'assemblage, de la résolution de problèmes. Donc, avec l'association, on travaille avec l'éducation nationale pour justement mettre ça à jour. On travaille bien sûr, on a des CFI pour aider à la reconversion de personnes qui étaient coiffeuses et qui veulent travailler maintenant. On a des coiffeuses qui, après 2 mois de transition que l'on gère, travaillent maintenant et fabriquent des pales en matière composite dans nos usines dans le Lot. Donc oui, il faut continuer à travailler sur l'attractivité de nos métiers, l'attractivité de nos régions bien sûr, et pour ça travailler avec l'éducation nationale, avec les familles, les enseignants, les conseillers d'orientation, et puis faire parler de nous avec un sens positif, montrer de belles images, montrer ce que c'est qu'une usine aujourd'hui. Encore trop souvent, on pense à Zola, et alors que quand on va voir une usine, ça n'a rien à voir. Regardez tout ce qu'on fait ici dans ce salon, c'est robotisé, c'est propre, c'est silencieux. Alors, beaucoup plus silencieux qu'avant, peut-être moins silencieux que dans d'autres endroits, mais voilà, il faut rendre l'industrie sexy. Pour vous, c'est la même chose, Gilles, dans votre secteur ? Alors nous, on peut dire qu'on a 2 catégories d'emploi. On va dire l'emploi des cadres, des personnes hautement qualifiées, parce qu'on fait tourner des usines qui sont automatisées, donc on a forcément besoin de personnes très qualifiées. Et là, on n'a pas trop de soucis. Après, les usines, elles fonctionnent avec des robots, mais elles fonctionnent aussi avec des personnes, même s'il y a moins de personnes. Et sur la catégorie ouvrier, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce qu'il n'y a plus forcément les filières.
parce qu'il y a peut-être plus forcément dans les pays occidentaux, particulièrement en France, l'envie du travail. Et ça a été aussi avec la courbe de désindustrialisation. On est rentré dans un système en France, je vais essayer de m'abstenir de faire de la politique, mais on est rentré dans un système où on accompagne trop les gens, on assiste trop les gens, et du coup après, quand il faut les mettre au boulot, puis il faut tenir une cadence, c'est plus compliqué. Et en fait, c'est une alchimie qui est quand même assez difficile, d'être à la fois entraînant, même si on a une super usine, la plus belle usine de chaussures au monde, certainement, motivant, mais quand c'est le moment de monter en cadence, certaines personnes lâchent parce que c'est trop dur. C'est quand même aujourd'hui le maillon faible de la réindustrialisation. C'est qu'on a peut-être plus suffisamment de volontaires pour travailler, comme vous l'avez dit, dans les pays du Maghreb, notamment comme en Asie. Mais on doit s'adapter. En tant que chef d'entreprise, aujourd'hui, on doit être agile et on doit s'adapter à tout ça avec les RTT, avec les gens qui veulent télétravailler. Même en étant dans une usine, on veut télétravailler aujourd'hui, donc c'est compliqué, quoi. Donc vous voyez un petit peu le sujet. Effectivement. Jean-François, oui, en complément, un petit mot, parce que je pense que le plus gros frein, c'est la méconnaissance. Ce qu'on voit quand on fait des classes en entreprise, quand on fait des portes ouvertes, quand on fait rentrer les jeunes à tout âge dans nos usines, ils ont les yeux qui brillent. Et ils découvrent un monde qu'ils n'imaginaient pas. Et si on fait plus de choses comme ça, plus tôt, on change les perspectives et donc on va réouvrir l'envie de travailler dans les usines en France. Max Blanchet, vous vouliez rajouter peut-être un mot de complément par rapport à ce problème de main-d'œuvre ? Il n'y a qu'à regarder comment est-ce qu'effectivement les autres pays, notamment les pays asiatiques, quelle est l'image de l'industrie auprès des plus jeunes, hein, et ça commence à l'éducation, ça commence en classe de seconde. Regardez les cours, par exemple, comment on explique l'entreprise à des élèves de seconde. C'est juste incroyable par rapport à ce que c'est vraiment. Donc ça commence là. Et ensuite, c'est vraiment l'image, effectivement, qu'on peut donner aux jeunes du monde industriel. Or, en fait, les jeunes aujourd'hui, ils veulent du digital, ils veulent effectivement être connectés. Et les métiers de la production offrent maintenant tout un tas de solutions technologiques, on les voit, la plupart sont ici, qui permettent de rendre les nouveaux métiers très attractifs. Alors on manque de filières techniques aussi dans l'outil de production. Il y a un point très important, c'est qu'on a beaucoup de filières scientifiques sur le produit, sur l'aéronautique, etc. Mais il y a une filière qui est un peu faible en France, qui est la filière des outils de production, qui est en train de se muscler. Et il n'y a pas d'industrie forte sans filière forte de l'offre de production. Et la corrélation entre le poids de la filière outils de production et le taux d'industrialisation dont j'ai parlé tout à l'heure est quasiment flagrante. La Chine, les États-Unis ou l'Allemagne ont des filières très très fortes d'outils de production. Et c'est très simple, quand vous êtes un industriel, vous avez besoin d'offreurs de solutions pour moderniser votre usine. Et donc, qui dit filière de production, dit tout ce qui va avec en termes de parcours, de formation, et d'école, et d'outils, de solutions, etc. Et là, on a quand même un gap aussi en France à franchir. Alors, est-ce que justement, pour séduire davantage, notamment ces jeunes générations qui sont en quête de sens, vous n'avez pas deux arguments assez importants à mettre en avant, parce que cette réindustrialisation, elle permet vraiment de décarboner énormément, puisque finalement, on ne fait plus forcément venir les produits de l'autre bout de la Terre, et elle permet également de retrouver une certaine souveraineté industrielle dont on a besoin aujourd'hui. On a tous appris pendant la crise sanitaire qu'on faisait fabriquer notre Doliprane en Chine, donc on a envie de se dire qu'on veut une certaine indépendance. Est-ce que ce ne sont pas des arguments que vous pouvez aussi mettre en avant pour attirer les talents dont vous manquez aujourd'hui ? Alors oui, c'est une évidence. La nouvelle génération qui arrive regarde systématiquement l'étiquette, le Made in China, Made in France, Made in je ne sais trop quoi. Et ça, c'est un vrai argument. C'est d'ailleurs ce qui pousse pas mal de marques qui sont nos clients à relocaliser soit des vêtements, soit des chaussures, soit d'autres produits, parce qu'on voit bien que les nouvelles générations sont très attirées par ce qui fait sens. Et il n'empêche qu'à un moment donné, il faut rentrer dans l'usine et travailler. Et ça, c'est une autre étape. Ce n'est pas le pays du rêve, c'est la réalité de l'usine. Et c'est là où c'est encore compliqué.
Il faut arriver à tracter une motivation au quotidien à travers le travail qui est intéressant, à travers les produits qui peuvent être passionnants, et on s'y emploie tous les jours. Et je ne veux pas être alarmiste parce qu'on continue d'avancer, on continue d'embaucher. D'ailleurs, c'est une de mes plus grandes fiertés en tant que chef d'entreprise, c'est de nourrir un certain nombre de familles. Et puis c'est aussi d'assurer une industrie qui demain permettra, j'espère aussi, de nourrir nos enfants. Parce qu'il faut de l'industrie dans le pays. Mais il faut se mettre au travail. Jean-François Chanu, vous avez largement décarboné dans votre entreprise. On s'imagine en général que voilà, votre secteur est extrêmement polluant, mais en réalité, vous faites beaucoup de choses justement. Et il y a beaucoup finalement de métiers innovants, il y a beaucoup d'innovations à faire dans votre secteur. Effectivement, alors on a la chance de faire partie d'un groupe où on a une culture de l'amélioration continue. Ça se traduit dans l'efficacité industrielle, dans un design optimisé, etc. Mais ça se traduit dans toutes les dimensions, y compris l'environnement, l'hygiène, la sécurité dans l'environnement. Nous, ça fait 15 ans qu'on travaille sur la décarbonation de nos usines. On fait des gros investissements. Sur la dernière décennie, on a réduit nos émissions de CO2 de 50%. On a réduit notre consommation d'eau aussi d'à peu près 50%. Et on continue à investir. On a changé les toits. Aujourd'hui, la semaine dernière, on a changé les toits d'une partie de notre usine. Et j'ai demandé comment ça se passe au niveau du chauffage. Maintenant, c'est mieux isolé. Comment ça marche? Mais les gars m'ont dit on n'a même pas mis le chauffage cet hiver. La chaleur dégagée par les machines suffit pour chauffer l'atelier. Excellent. On avait investi en 2019 sur un nouveau centre d'excellence pour le nouveau design des hélices. Et quand on a mis au point ce nouveau bâtiment qui accueille 200 ingénieurs, enfin 200 personnes, eh bien, de nous-mêmes, c'est-à-dire les équipes qui ont travaillé sur ce nouveau bâtiment, on dit on ne va pas mettre de chaudière, on va récupérer la chaleur du processus industriel du bâtiment d'à côté. Puisqu'on fait du composite, donc on chauffe, on polymérise et on refroidit les moules, eh bien on récupère cette chaleur-là et ça sert du chauffage du bâtiment d'à côté. Et ça se fait naturellement, peut-être parce qu'on est dans le Lot, une des régions les plus vertes et les plus agréables, l'air le plus pur de France. Certainement, on a l'environnement comme ADN et naturellement on pousse, on fait des choses. Mais on investit énormément dans tout ce qui peut nous permettre de réduire notre empreinte carbone localement, mais aussi sur nos produits, bien sûr, puisqu'on travaille sur des avions à hélice qui sont intrinsèquement beaucoup plus efficaces que des jets. Donc, un avion à hélice comme un ATR, pour la même route, va consommer 40% moins de kérosène, donc émettre 40% moins de CO2 dans l'atmosphère. On a ça au plus profond de nous-mêmes et on n'a pas entendu malheureusement Greta Thunberg pour s'attaquer au problème et on continue jusqu'à arriver à net zéro avant 2050. C'est notre objectif. Vous voulez aussi aller vers des carburants qui soient plus verts, si on peut dire ? Des carburants plus verts. Ah oui. Alors, ce n'est pas nous directement, mais effectivement, tous les motoristes qui font des moteurs d'avion aujourd'hui travaillent sur le SAF, Sustainable Aviation Fuel, donc des carburants synthétiques qui recyclent en fait du carbone. Donc, ils vont réduire là aussi les émissions de carbone pour les avions futurs. Ça, c'est pour les avions long courrier. Pour les avions plus court courrier ou petite capacité, l'hybridation, c'est-à-dire soit des moteurs complètement électriques, soit un mélange de moteurs électriques et de moteurs thermodynamiques avec du fuel synthétique. Ça va se faire dans toutes nos innovations, nos développements de nouveaux produits sont associés à ce type de nouveaux avions qui vont avoir le jour dans les années 2030-35. Alors Stéphane, juste avant de vous passer la parole, on va bientôt passer aux questions. Si vous voulez poser des questions, je vais venir vous passer le micro. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, commencez à y réfléchir. Ils sont là pour vous répondre. Allez-y Stéphane, donc sur cette question beaucoup de choses ont déjà été dites. Je ne veux pas débattre sur la qualité de l'air dans le Lot ou Rhône-Alpes ou en Pays de Loire, qui est très très bonne aussi. Je pense que pour attirer les talents et garder les personnes qu'on a aussi, je pense que les gens attendent du sens, attendent que... Chez Lacroix, typiquement, pour nous, la techno, la vision dont on en a, c'est la techno est au service d'un monde plus simple, d'un monde plus sûr et plus respectueux de l'environnement. Comment est-ce qu'on rend les choses concrètes au quotidien? Comment est-ce qu'on démontre, on dit ça, et comment on démontre qu'on le fait? C'est un peu notre objectif, c'est-à-dire que
Je reviens sur l'exemple de la nouvelle usine. On a quand même divisé par plus de 2,5 l'impact carbone par rapport à l'ancienne, qui était très ancienne. Donc on partait de loin. Un tiers de l'électricité vient des panneaux solaires qui sont sur l'usine. On a des puits de rétention d'eau de pluie pour pouvoir alimenter l'usine. Ça, c'est les investissements que Lacroix fait par rapport à ses assets industriels. Et on accompagne aussi nos clients dans leurs objectifs de réduction d'impact carbone en proposant, là encore, des solutions compétitives à proximité du marché final, qui peut être la France, qui peut être l'Allemagne, qui est le monde en fait. Le terrain de jeu est mondial aujourd'hui. Et cette logique de relocalisation, elle est mondiale. Elle n'est pas propre à la France. Dans les stratégies de sourcing, c'est ça qu'il faut avoir en tête. On cherche à produire au plus proche du marché final. Pardon. Max Blanchet, un mot de complément sur cette décarbonation. Elle est importante aujourd'hui. C'est un vrai, on va dire, élément d'attractivité pour les entreprises. C'est non seulement un élément d'attractivité, mais c'est aussi un nouveau phénomène qui est en train de se mettre en place, qui je dirais, n'est plus ce qu'on avait connu un peu le greenwashing. On voyait beaucoup d'entreprises annoncer des choses, etc. Là, on voit un vrai cercle vertueux qui commence à se mettre en place. Et pour qu'il se mette en place, c'est quand même pas anodin. Il faut que ça apporte quelque chose en termes de business. Et quand on voit des entreprises, par exemple comme ArcelorMittal, qui investissent 1 milliard dans chacune de leurs usines, et ils en ont pas mal, pour faire de l'acier décarboné avec des fours électriques, ils ne font pas ça simplement pour se donner une image de verdissement. Il y a vraiment un enjeu réel où, s'ils ne le font pas, eh bien, leurs clients, enfin, quand ils le font, en fait, leurs clients permet de réduire ses émissions grâce au calcul Scope 1, Scope 2 et Scope 3. Et en fait, c'est je te tiens par la barbichette, c'est-à-dire je réduis mes émissions, ce que vous avez dit très justement, et ça réduit le compteur de vos propres clients. Donc ils ont un intérêt à ce que vous le fassiez, et si vous le faites, vous aurez un avantage compétitif par rapport à ceux qui ne le font pas de vos concurrents vis-à-vis de vos clients. Et tout cela mesuré par un prescripteur indépendant qui est le SBTi qui va mesurer ça. On a tous les ingrédients pour faire un espèce de cercle vicieux qui fait qu'on va vers cette décarbonation. Et l'étude qu'on a faite sur à peu près 1 millier d'entreprises dans le monde vise 30% de réduction de leurs émissions à horizon 5 à 10 ans et même d'être carbone neutral dans 10 ans. C'est à peu près la moyenne de cette interview qu'on a pu faire. Et donc c'est vraiment un phénomène extrêmement important et je dirais même qu'il se relie aussi à notre question de réindustrialisation et de relocalisation. Et c'est un peu les trois à la fois. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire l'un et l'autre et en fait c'est tout en même temps qui permet d'avoir la bonne solution. Ouais. Alors est-ce que vous avez des questions peut-être d'ores et déjà à poser à nos intervenants? Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent ou pas? Dites-moi. Pas forcément. Il faut pas être. Je sais que la première question est toujours un peu difficile, mais bon. Allez, monsieur, je vous apporte mon micro. Merci de parler bien dans le micro. Bonjour à tous. Donc moi, dans une précédente vie, j'ai fait aussi du textile. J'étais sous-traitant pour des grandes marques, des grands groupes. Dans le nord de la France, on avait 4 usines. Ensuite, on s'est développé aussi au Maroc et en Tunisie. Donc on faisait pas de chaussures, mais on faisait du vêtement, de la chemise ou du vêtement de sport pour Decathlon par exemple. Et effectivement en 97 on a cédé nos activités et tout ça, ça a périclité. C'est un groupe italien pour pas le citer qui nous avait racheté et ensuite a fermé toutes les usines. Aujourd'hui, si on voulait réindustrialiser dans le Nord, on aurait beaucoup de mal parce qu'à l'époque on avait des écoles de formation, on avait la possibilité de former du personnel en grand nombre. Aujourd'hui tout ça, ça n'existe plus. Les chaînes qui nous permettaient d'acheter nos machines, les mécaniciens qui étaient capables de nous réparer nos machines, tout ça, ça n'existe plus. Donc aujourd'hui, la question, c'est de se dire, si vous avez envie de vous développer ou si un entrepreneur a aujourd'hui envie de réindustrialiser et de rouvrir des usines dans ce secteur-là d'activité, donc le textile, je me demande comment il fait, quoi, parce que humainement parlant, compliqué. Je suppose que c'est pour moi la question. Ah oui. Écoutez, moi j'ai repris le Chamatex en 2011. C'était 45 salariés et c'était 7,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. 10 ans après, c'est 320 salariés, c'est 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et c'est devenu un petit groupe. On est en train de devenir une PME à une ETI. Moi, mon point de vue, c'est que quand on veut, on peut. Évidemment, il y a des problèmes. Et vous avez bien vu, je ne suis pas que positif dans tout ce que j'ai dit. Évidemment qu'il y a des problèmes, mais il faut avoir une stratégie,
il faut avoir des éléments de différenciation importants. Nous, ce qui nous concerne, c'est l'innovation. Sans innovation, on n'aurait rien fait. Et puis, il faut avoir une stratégie de local to local. Et puis, il faut avancer, il faut avoir des convictions, il faut prendre des risques. Et quand on fait tout ça, on est accompagné. L'exemple de notre société ASF qui fabrique les chaussures de sport, c'est aussi un bon exemple de l'évolution du climat industriel. On ne l'a pas fait seul, on est actionnaire majoritaire. Salomon est deuxième actionnaire. On a des gens comme Siemens, comme Bosch, qui sont ici aussi présents dans la salle, qui nous ont accompagnés. On fait les choses ensemble. Et évidemment, il faut un leader, évidemment, il faut des équipes, mais il faut des partenaires. Mais quand on veut, on peut. Et le bon exemple, c'est cette usine. Cette usine, quand on a décidé de fabriquer des chaussures de sport en France, on m'a pris pour un dingue. Parce qu'elles sont toutes fabriquées en Asie du Sud-Est. Alors nous, il se trouve qu'on fabrique le tissu qui est dessus, qui s'appelle Matrix, qui est breveté. Et aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on fabrique 2 millions de paires qu'on envoie en Asie du Sud-Est. Trace carbone, vous imaginez. Donc forcément, mon idée de fabriquer des chaussures en France est venue du fait qu'on va arrêter de l'envoyer en Asie et on va le faire nous-mêmes. Ce projet, aujourd'hui, est en train de devenir un succès, un gros succès. On est en train de déclencher une opération de grande envergure avec notre partenaire et d'autres partenaires. On va doubler la capacité de l'usine en France avec les problèmes que j'ai expliqués de personnel, de financement et autres, mais ça c'est notre quotidien. Mais on va doubler la capacité en France. On va faire une très grosse usine en Europe et on va faire une très grosse usine aux États-Unis pour pouvoir faire du local to local. Asie, en parenthèse, je suis en train de créer en ce moment une usine à Ho Chi Minh pour pouvoir livrer les usines en Asie, local to local. En Europe, bassin remède, soit en France, soit en Tunisie, parce qu'on a une unité en Tunisie pour livrer le marché européen, et on fera la même chose aux États-Unis. Donc, oui, la filière a été désaffectée, oui, elle a peut-être été abandonnée, mais quand on veut, on peut. Moi, je vois que ça. Alors, avant de vous repasser la parole, il y a aussi un enjeu, on en parlait, donc décarbonation, et il y a l'enjeu de souveraineté industrielle qui est important aussi. Jean-François Chanu, à un moment donné, par rapport au titane, par exemple, avec la Russie, il y a eu des tensions, évidemment, on le sait. Et donc, là aussi, c'est important de reprendre cette souveraineté industrielle en main. Alors, je ne suis peut-être pas le mieux placé pour parler de souveraineté, parce que, comme je vous l'ai dit, on fait en France des hélices pour l'armée américaine. Donc, quand on parle de souveraineté, on oppose souvent les continents. L'Amérique du Nord d'un côté, l'Europe de l'autre, la Chine, la Russie, etc. C'était vrai dans le passé, c'était vraiment très très global et donc on voyait un peu de tout partout. Aujourd'hui, c'est sûr, il y a un mouvement, peut-être avec la taxonomie carbone, qui va accélérer les choses ou compliquer les choses, je ne sais pas, mais effectivement, avec la guerre avec la Russie, c'est un peu exceptionnel. Auparavant, il y avait effectivement 2 fabricants de titane pour toute l'aéronautique civile et militaire partout dans le monde. Je simplifie, mais c'était essentiellement ça, en Russie ou aux États-Unis. Maintenant, tout le monde se précipite aux États-Unis parce qu'on ne peut plus l'acheter, ou bientôt on ne pourra plus du tout l'acheter, tout ce qui touche à la Russie dans ce domaine-là. Moi, la souveraineté, je dis il faut faire attention. Alors pour les médicaments, pour les produits grand public peut-être, pour l'aéronautique, il ne faut pas oublier que c'est un marché mondial qui restera mondial. Les avions, c'est les mêmes avions qui sont partout dans le monde. Donc attention à un excès d'indépendantisme, je vais dire, ou de barrières entre les continents. Moi, je plaide pour une solidification de la relation entre l'Europe et les États-Unis. Bien évidemment, mais je pense que c'est quand même le cœur de l'essentiel de l'industrie occidentale. Je pense que la Chine a certains gros avantages, etc. Stratégiquement, géopolitiquement, on peut se poser des questions. Il y a des tensions avec Taïwan, etc. Il y a des risques, tout un tas de risques industriels, de risques géopolitiques qu'il faut qu'on intègre dans une politique industrielle. Donc effectivement, il peut y avoir un mouvement, mais ce ne sera pas un balancier qui va
d'un côté, enfin complètement à droite, passer complètement à gauche. Il faut trouver le bon équilibre et ce sera probablement un équilibre sur une échelle de 20 ans ou 30 ans qui bougera encore un petit peu. Mais effectivement, il y a un mouvement qu'il ne faut pas négliger. Il faut anticiper il faut réagir sur les problèmes actuels et anticiper les problèmes géopolitiques futurs de façon à s'assurer que l'industrie continuera de fonctionner, quelle que soit la situation future. Mais ce n'est pas évident, ce n'est pas blanc et noir, ce n'est pas aussi simple qu'on peut le lire dans certains journaux. Stéphane, Max, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cet enjeu de souveraineté? Oui, je rejoins à 100% ce qui vient d'être dit. Ça ne peut pas être exhaustif, ça doit faire l'objet d'une stratégie. Qu'est-ce qui est fondamental, qu'est-ce qui l'est moins? Et après, une fois qu'on a décidé ce qu'on devait sourcer localement, ce qu'on devait savoir faire en interne pour dérisquer justement tout ça, il faut être accompagné pour pouvoir investir et mettre en place les solutions qui vont permettre de gagner en souveraineté. Il y a des actions dans l'électronique, on voit ST Micro, pas très loin d'ici, qui investit lourdement, mais ça ne va pas répondre à la totalité du besoin des composants électroniques. C'est ciblé, il y a une stratégie derrière, et comme ça a été dit tout à l'heure, tout doit partir d'une stratégie, s'y tenir, et puis se battre pour faire en sorte que ça marche, parce que quand on veut, on peut. Max Blanchet, ça va être vraiment ce qui va rester de cette table ronde. Max? Oui, non, je partage tout à fait ce qui est dit sur la souveraineté. C'est vrai que le point important, c'est qu'on découvre maintenant des tas de dépendances. Vous l'avez cité tout à l'heure dans le titane, on s'aperçoit qu'on est dépendant de tel pays. Voilà. Et aujourd'hui, effectivement, on découvre ça. Et on voit que et c'est le résultat finalement de l'approche globale dont on a parlé tout à l'heure, qui a fini par concentrer certains pays, certaines zones à avoir le monopole quelque part de certaines matières. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les terres rares, c'est qu'en Chine. Alors qu'en fait, il suffit de creuser, puis on trouve du lithium partout sur la planète. C'est parce qu'on n'a pas investi justement pour ça. Donc il y a vraiment un travail aujourd'hui de diversification des sources d'approvisionnement, de matières premières, de composants, etc., qui est en jeu pour assurer la souveraineté, c'est-à-dire la capacité à pouvoir fabriquer ce dont on a besoin en cas de crise, ou en cas où si un pays rentre en guerre, par exemple, il ne pourra plus nous approvisionner, donc on va être en pénurie. Voilà, donc c'est ça un petit peu pour moi au sens de la souveraineté, et il ne faut pas l'associer à une notion de protectionnisme national, parce que comme vous l'avez dit, on restera quand même un marché aussi mondial, et l'industrie restera quand même un marché mondialisé, quoi. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que quelqu'un a envie de se lancer pour poser une question? Ah, monsieur, j'arrive. Je vous apporte le micro. Est-ce que vous voyez le manque d'électricité, notamment d'électricité verte, comme un frein à la réindustrialisation? Alors, très bonne question. Alors, premièrement, je dirais qu'on est ici en France. Plus de 90% de l'électricité en moyenne est décarbonée, puisque c'est en gros, on va dire 70% nucléaire, 20% hydraulique, et puis le reste, c'est un peu mélangé. Donc, la disponibilité d'électricité, ce n'est pas un problème. Alors, c'est un risque qu'on a traversé cet hiver. Mais une fois que les centrales seront en fonctionnement à nouveau, je pense qu'en France, on n'a pas de problème de disponibilité. On ne devrait pas avoir de problème de disponibilité. Après, c'est vrai, c'est du nucléaire. Il faut choisir son poison. C'est pas renouvelable, mais ça émet pas ou peu de CO2 globalement. Oui, il faut continuer à développer le photovoltaïque. Nous, on a un projet d'installer 2000 m² de sur votre parking, c'est ça? Sur le parking, c'est ça, sur place, qui aura l'avantage d'avoir de l'électricité effectivement renouvelable, mais aussi avec les ombrières, on peut récupérer l'eau et on a tout un traitement d'eau de façon à, encore une fois, moins consommer de l'eau de ville ou de l'eau du circuit. Je vais vous donner un autre exemple. On a une filiale au Maroc, donc à côté de Casablanca. Eh bien, la semaine dernière, on a branché des cellules photovoltaïques qui couvrent la moitié du besoin d'électricité de l'usine. Donc, le photovoltaïque ou l'énergie renouvelable, ce n'est pas un frein aujourd'hui, c'est quelque chose vers lequel on aspire. Je pense qu'il faut continuer à aller dans ce sens-là. La difficulté aujourd'hui, c'est le prix de l'électricité. Le prix de l'électricité en France, il est 3 fois celui qu'on a au Maroc.
Il a triplé entre l'an dernier enfin entre 2021 et 2023. Pour moi, ma facture d'électricité, elle a triplé. Pourtant, j'ai des contrats à long terme. Donc ça, c'est un problème. Ça, c'est un frein. Il y a tout un tas d'usines, en tout cas de sociétés, qui ont des usines, on va dire, en France, en Asie et en Amérique du Nord, qui transfèrent beaucoup de production en Amérique du Nord parce que c'est moins cher. Parce que c'est très électro-intensif. Donc, le coût fait que il y a un équilibrage. Ça reviendra. Mais est-ce que, pour répondre à votre question, est-ce que le manque d'électricité verte est un frein? Personnellement, je ne le vois pas aujourd'hui, à partir du moment où on considère que l'électricité nucléaire est verte. En tout cas, en termes d'émissions de CO2, elle l'est. Il y a d'autres soucis, mais on n'a pas d'autre choix de toute façon. Mais en France, on a la chance d'avoir cette électricité largement décarbonée. Ce n'est pas le cas de l'Allemagne, ce n'est pas le cas d'autres pays. Donc là, les questions ne sont pas du tout les mêmes dans ces pays-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants? On arrive presque au terme de cette table ronde. Peut-être un dernier mot pour conclure de chacun, pour dire que quand même, aujourd'hui, il y a des raisons d'espérer, vous l'avez dit, donc quand on veut, on peut, mais il y a quand même pas mal d'exemples de projets qui sont initiés par le plan Macron. On peut parler des avancées en matière d'hydrogène, des avancées comme la vallée de l'électronique. Enfin, il y a quand même pas mal de choses aujourd'hui qui se font. Peut-être un dernier mot là-dessus pour conclure? Max, peut-être? Non, c'est vrai que quelque part, on a complètement changé de paradigme au niveau du gouvernement. Quand on remonte à il y a 10 ans, 5 ans, 10 ans, etc., où effectivement l'industrie, c'était très peu connu, on parlait du fabless, etc. C'est vrai que Loïc Gallois, avec son rapport, a quand même fait sonner la cloche, si je puis dire. Beaucoup de choses ont été mises en place. Vous avez cité la BPI, vous avez cité l'Alliance pour l'industrie du futur, il y a tout ça. Et maintenant, depuis quelques années, il y a un plan industrie qui a été fait de 30 milliards et qui permet quand même de lancer pas mal de projets de réindustrialisation. Et à chaque projet de réindustrialisation, il faut un accompagnement, effectivement, quelque part de la puissance publique pour les aider à les faire éclore. Et donc, il faut vraiment continuer cet effort-là. Et c'est ça qui permettra de retrouver des zones géographiques. Et on peut spécialiser certaines zones. On a parlé de la vallée de l'électronique dans le nord de la France, par exemple. Voilà, j'ai travaillé sur la fermeture d'une usine de pneus là-bas, et qui va se convertir aussi en EMS ou en électronique. On voit beaucoup de potentiel, et en fait il y a un potentiel énorme en France aussi de réindustrialisation sur plein de produits pour lesquels on peut être compétitif pour les faire. Mais il faut simplement qu'il y ait tous les ingrédients dont je parlais tout à l'heure pour qu'ils se réalisent et qu'on fasse éclore notre industrie. Un mot pour conclure? Moi, je dirais que depuis quelque temps, la tendance est bonne. La France est en train de se réindustrialiser. Il faut continuer. On a tous l'énergie, on a tous la volonté stratégique et les moyens de le faire avec le soutien de France 2030 ou d'autres sources. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, on est aussi le 8 mars. C'est la journée de la femme. Et quand on parle de l'intérêt de l'industrie, il ne faut pas réduire l'industrie à une usine, avec l'image, comme j'ai dit, l'image de Zola. Aujourd'hui, l'industrie, c'est tout un tas de métiers. C'est bien sûr des ouvriers qui travaillent sur des machines de plus en plus sophistiquées, etc., donc attractives pour tout le monde. Mais il y a tous les métiers dans nos entreprises. Il y a du commerce extérieur, il y a de la qualité, il y a des ressources humaines, il y a de l'engineering, il y a tout un tas, il y a des méthodes, il y a tout un tas de métiers qui sont peut-être traditionnellement pas très connus, mais très ouverts, qui correspondent en fait aux qualités des jeunes d'aujourd'hui, hommes et femmes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas oublier. On n'est pas que des ouvriers, il y a tout un écosystème autour de la production qui est très attractif pour les demoiselles aussi. Justement, alors ça me fait la transition. On va avoir ici même à 14h une table ronde justement sur l'industrie se féminise. C'est possible, donc n'hésitez pas à revenir. On termine ce tour de table? Oui, non, enfin juste... C'était important pour nous d'être là, de témoigner un petit peu de ce qui se passe, de ce qu'on vit aujourd'hui dans l'industrie. Il y a une vraie dynamique positive, même si on est parti d'une courbe qui descendait beaucoup, on est vraiment sur cette pente ascendante. Il y a des moyens, il y a des investissements que mettent sur la table les industriels, supportés par différents organismes. Si on a des belles machines et que personne derrière pour les conduire, ça ne servira à rien. Donc attirons les nouvelles générations à nous rejoindre. Et l'industrie, c'est compliqué, on l'a montré aussi, on a été assez transparent, mais personnellement, c'est ce qui rend les choses passionnantes. C'est parce que c'est compliqué qu'on a besoin d'intelligence derrière tout ça pour créer de l'innovation, apporter des solutions, parfois en rupture, et rester compétitif et garder le business chez nous, quoi. Gilles, pour terminer.
Moi, je suis convaincu que l'industrie en France doit remonter à tout prix parce qu'une nation comme la nôtre, où on a été quand même très, très puissant pendant les années, les 30 glorieuses, on a quand même disparu un peu des radars et c'est quand même dommage parce qu'il y a beaucoup de savoir-faire. Et aujourd'hui, je pense qu'on est quand même sur la bonne voie. Il faut continuer d'accélérer cette réindustrialisation. Pour aujourd'hui, et puis je réinsiste aussi pour demain, pour les nouvelles générations, pour nos enfants, il faut de l'emploi et je pense que sans industrie, un pays est assez faible. Voilà. Je ferai un petit clin d'œil aussi par rapport à la journée de la femme. Nous, dans le groupe, on a plus de femmes que d'hommes, alors qu'on est dans un groupe industriel. Et l'usine dont je parle, qui s'appelle ASF 4.0, qui fabrique ces chaussures, est dirigée par une femme de 35 ans. Voilà. Ben, formidable. Merci beaucoup pour cet exemple. Merci à tous. On peut les applaudir. Merci.